Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, la campagne d'immatriculation gratuite des 2 roues a été prolongée de 2 mois, à savoir jusqu'au 25 mai 2025, en raison de la forte affluence constatée dans les services régionaux et des nombreuses demandes encore en attente. L'annonce a été faite ce matin par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, à suivre sa réaction en début de journal. L'an 1 du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, la rédaction d'ITV s'intéresse ce soir au monde rural. Les paysans parlent de bilan mitigé. Ils sont unanimes, le pouvoir en place peut mieux faire. Ils citent par exemple les difficultés constatées dans la distribution des intrants agricoles, le renouvellement du matériel agricole, entre autres. Le FMI affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars, environ 3 500 milliards de francs CFA, a été cachée par l'administration sous le régime sortant, ce que confirme la Cour des comptes qui a rendu public son rapport il y a quelques semaines. Le Fonds monétaire international pose au Sénégal des conditions avant de négocier le financement d'un nouveau programme. À suivre la réaction d'Edouard Gamaël, le chef de la mission du FMI, Fonds monétaire international, à Dakar. Et puis en sport, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a procédé aujourd'hui à la remise du drapeau national à l'équipe du 17 de football en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 30 mars au 19 avril 2025 en Côte d'Ivoire. Hadi Gaye a exhorté les Lionceaux à se donner à fond sur le terrain dans un esprit de fair play pour conserver le titre continental des moins de 17 ans. À suivre le compte-rendu de Tiansi. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais il y a un instant, la campagne d'immatriculation gratuite des 2 roues a été prolongée de 2 mois jusqu'au 25 mai 2025 en raison de la forte affluence constatée dans les services régionaux et des nombreuses demandes encore en attente. L'annonce a été faite ce matin par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Yankob Djemé informe par ailleurs que 109 631 dossiers ont été enrôlés, dont 88 751 validés. Les régions de Dakar, Ziguinchor, Kaolack et Thiès obtiennent le plus grand taux d'enrôlement. Je vous propose d'écouter Yankob Djemé et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Après ces 2 mois de campagne effective, les résultats obtenus sont très encourageants, pour ne pas dire au-delà de nos attentes. 109 631 dossiers ont été enrôlés par les services des mines, par les services dédiés à l'enrôlement en 2 mois, dont 88 751 dossiers validés. Mais en termes qualitatifs, c'est d'abord Ziguinchor, c'est Fatick avec 96% de taux de validation, c'est Kaolack avec 94% de taux de validation, c'est Louga avec 93%, c'est enfin Thiès avec 87%. Nous avons écouté et nous avons entendu la doléance posée par les acteurs faîtières des 2 roues. Nous l'avons soumise à l'autorité, le Premier ministre, qui, conscient des enjeux, le Premier ministre a accepté de proroger le délai en augmentant 2 mois supplémentaires soit au 25 mai 2025 pour continuer dans la même dynamique. À l'instant, Yankob Djemé, le ministre des Infrastructures,
des transports terrestres et aériens. Je vous le disais dans les titres, l'an 1 du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. La rédaction d'ITV s'intéresse ce soir au monde rural. Les paysans parlent de bilan mitigé. Ils sont unanimes, le pouvoir en place peut mieux faire. Ils citent par exemple les difficultés constatées dans la distribution des intrants agricoles, le renouvellement du matériel agricole, entre autres, n'est-ce pas, Sékou Diallo? Des efforts ont été fournis dans la distribution des semences et des intrants par le nouveau régime. Nous avons vraiment noté une amélioration dans la distribution des engrais. Bien vrai que le système n'a pas été approuvé par tout le monde, moi qui vous parle, chaque année je recevais un sac d'engrais, mais cette année j'en ai reçu 7. Malgré ces efforts, aucun résultat sur les rendements. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas mis en disposition des milliards, mais le résultat n'a pas été fameux. Parce que cette année, les paysans n'ont pas eu de bons rendements, surtout avec l'arachide. Ces paysans demandent à ce que des corrections soient apportées dans la distribution des semences et des engrais. Nous n'avons vraiment pas senti la rupture qu'on attendait. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans la distribution. Si on veut vraiment avoir de bons rendements, il faut que les intrants soient disponibles très tôt, avec des semences de qualité. Les paysans sont vraiment fatigués avec la manière dont ils reçoivent les semences. Il faut que l'engrais aussi soit disponible et en quantité. La campagne de commercialisation doit être aussi bien encadrée avec des contrôles partout. L'État doit faire aussi des efforts dans le cadre de la conservation des produits cultivés. Il faut qu'il y ait des chambres froides dans les départements pour la conservation. Je ne partage pas cet avis. Je pense que l'État doit créer de bonnes conditions de commercialisation. La campagne de commercialisation de cette année a connu un échec total selon ses producteurs. Le prix du kilogramme d'arachide n'a pas été un bon prix parce que les producteurs n'ont pas vendu au prix fixé. Un an après l'installation de ce nouveau régime, les producteurs continuent de porter leur espoir sur les nouvelles autorités. Ils demandent aussi le renouvellement du matériel agricole. Sékou Diallo, merci. Direction la Médina, rue 11, angle 18. L'inquiétude se lit sur les visages des vendeurs de chaussures à moins d'une semaine de la fête de Korité. Entre la baisse donc de leur chiffre d'affaires et la concurrence jugée déloyale, les commerçants peinent à écouler leurs marchandises. Face à cette situation, ils interpellent l'État du Sénégal. Reportage Ndeye Alifal et Moussa Dia. Pas de clients ni de marchandages chez les vendeurs de chaussures à la rue 11, angle 18 de la Médina, seulement à 5 jours de la Korité. La conjoncture économique ralentit l'affluence des clients, contrastant avec l'engouement des années précédentes. Depuis que je suis à Dakar, je n'ai jamais vu une situation pareille. À 5 jours de la Korité, l'affluence habituelle est inexistante. Ces dernières années, à cette même période, c'était le rush. Mais cette fois-ci, c'est tout le contraire. Pour la première fois, je vois une Korité aussi morose pour notre commerce. Ces cordonniers redoublent d'efforts pour satisfaire leur clientèle, mais cette période qui était une véritable aubaine commerciale est devenue très difficile à cause de la concurrence déloyale des Chinois. Je lance un appel au gouvernement pour qu'il nous écoute. Cette rue où nous nous trouvons, nous ne devrions même pas y être. J'appelle les autorités à soutenir les artisans sénégalais et à nous aider à préserver notre métier. Poursuivant, il lance un appel au gouvernement pour qu'il pense à eux dans ces situations.
Le gouvernement a su intervenir pour les vendeurs de pommes de terre. Il aurait pu faire de même pour nous. À chaque événement, c'est la même chose. On se demande si nous faisons vraiment partie de ce pays. Ils auraient pu au moins temporairement limiter l'activité des commerçants chinois. Aujourd'hui, nous perdons même notre argent sur les chaussures. Et dans ces conditions, ce n'est plus un travail. Notre secteur est en train de s'effondrer. En dépit de leur détermination à maintenir leur activité, ces vendeurs de chaussures de la rue 11, angle 18 de la Médina voient leur espoir s'amenuiser face aux défis économiques et à une concurrence qu'ils jugent déloyale à 5 jours de la Korité. L'effervescence des années passées s'est estompée, laissant place à l'inquiétude. Leur appel aux autorités traduit une réalité criante. Le FMI affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards, environ 3 500 milliards de francs CFA, a été cachée par l'administration sénégalaise sous le régime sortant, ce que confirme la Cour des comptes qui a rendu public son rapport il y a quelques semaines. Le Fonds monétaire international pose au Sénégal des conditions avant de négocier le financement d'un nouveau programme. Edouard Guémaël est le chef de la mission du Fonds monétaire international à Dakar. Ses propos sont recueillis par nos confrères de Radio France Internationale. Ça fait une semaine qu'on est à Dakar. C'est une mission à caractère un peu spécial. Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes à la mi-février, nous sommes venus à Dakar pour discuter avec les autorités du contenu du rapport, notamment ce qui s'est passé en termes de dette pendant l'ancienne administration, comment cette dette s'est accumulée sans être divulguée, et troisièmement, quelles sont les mesures et les réformes que les autorités souhaitent prendre dans les semaines, mois et années à venir afin d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la dette pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes. Il y a une sous-estimation, donc on a une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée. Bon, 25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détourné, c'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars. La première étape, dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir déterminer ce qui s'est passé, comment c'est passé et quelles sont les mesures que nos autorités vont prendre afin d'éviter ceci de se répéter dans le futur. Justement, les conditions fixées au Sénégal par le FMI, Fonds monétaire international, sont à inscrire dans l'ordre naturel des choses. Le FMI veut que le Sénégal respecte tout simplement l'orthodoxie financière. C'est l'analyse du docteur en économie Seydina Omar Sey. Il a espoir que les tenants du pouvoir vont se conformer à la volonté de l'institution de Bretton Woods. Docteur Seydina Omar Sey, économiste, est joint au téléphone par Antoine Diouf. Il fallait attendre, avoir tout simplement toutes les informations nécessaires, avoir les bons indicateurs qui leur permettent de s'engager avec l'État du Sénégal, ce qui est très normal. Hein. Moi, je pense bien que cela n'est pas suspensif, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Avant de s'engager vers de nouvelles directions ou bien de partenariats, de financement, d'assistance économique, si vous voulez, il va falloir éclaircir tout simplement sur quelle base, à partir de quel ratio, quelle direction, quelle trajectoire macroéconomique à prendre. Et cela dit, il va falloir tout simplement mettre carrément les curseurs au point, en vue de respecter l'orthodoxie budgétaire, si vous voulez, donc vers de nouvelles trajectoires macroéconomiques plus vertueuses, si vous voulez. Donc, cela dépend également de la clarification de toute la falsification qui avait été soulevée par la Cour des comptes. Donc, une fois que cela est confirmé, certifié, donc les nouvelles autorités vont essayer d'aplanir tout simplement les angles de nouvelles collaborations avec les institutions de Bretton Woods en vue tout simplement de respecter le fonctionnement correct et voilà vertueux de l'écosystème financier international, si vous voulez.
Donc, cela dit, les fonds de 1,8 milliard qui avaient été bloqués certainement vont être levés pour que voilà, le Sénégal puisse bénéficier de cet accompagnement technique et financier, tout en essayant de respecter l'orthodoxie budgétaire, mais encore une fois aussi, et assortir certainement d'une levée progressive et graduelle de certaines subventions, notamment celles qui ne profitent pas aux pauvres en termes de filet de sécurité, parce que des recherches, les constats des études ont montré tout simplement que certaines subventions ne bénéficient point à des ménages nécessiteux, mais forcément à des populations nanties. Installation aujourd'hui du comité technique de pilotage et du comité technique chargé d'assurer l'orientation et la supervision du processus de loi d'orientation sur l'autonomisation des femmes. En toile de fond, l'accès à la terre. Les détails avec Aram Falnao et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. En réponse aux directives des nouvelles autorités, le ministère de la Famille et des Solidarités a procédé à la mise en place du comité de pilotage et du comité technique chargé d'assurer l'orientation stratégique et la supervision du processus d'élaboration de la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme. Les nouvelles autorités, à leur accession à la magistrature suprême, ont inscrit dans leur plus haute priorité l'autonomisation économique durable de la femme. Donc cela résulte des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Et ils l'ont eu à rappeler lors des conseils des ministres passés. Cette loi, qui s'ajoute aux initiatives précédentes sur l'autonomisation de la femme, fait partie des priorités des partenaires techniques et financiers. Abdou Karim Diouf, d'ONIFEM Sénégal, salue cette nouvelle démarche des autorités sénégalaises. Après la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes, après les initiatives effectivement qui ont été initiées, il fallait effectivement qu'on aille vers cette loi d'orientation. Et là, nous saluons cette décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de la vision Sénégal 2050, sur lesquels nous, système des Nations Unies, nous sommes adossés. Et il est heureux effectivement de constater que cette question d'autonomisation économique des femmes occupe une place centrale. Cependant, sur 70% des femmes du secteur informel en milieu rural, seuls 13,8% d'entre elles sont prioritaires des terres, ce qui classe d'ailleurs la question de l'accès aux terres parmi les points phares de cette loi d'orientation, selon Youssouf Djité. Les axes phares de la loi, c'est vraiment de créer les conditions d'épanouissement des femmes dans tous les secteurs d'activité, en leur donnant plus d'opportunités. Par exemple, la chose qui est la plus pointée du doigt aujourd'hui, c'est l'accès au foncier. Donc les femmes sont entreprenantes, mais dans la plupart des femmes ne sont pas propriétaires des terres qu'elles exploitent. L'égalité entre hommes et femmes dans les différents secteurs d'activité nécessite l'organisation et la participation inclusive des acteurs socio-économiques ainsi que l'apport des autorités. Cette loi d'orientation sur l'autonomisation des femmes en cours favorisera donc leur épanouissement. Reparlons des 6 noyades en moins d'une semaine à Kafountine. Le coordonnateur du CLPA, Conseil local de la pêche artisanale, se prononce. Abdoulaye Demba alerte sur l'absence de gilets de sauvetage parmi les pêcheurs et plaide pour l'installation d'une base navale afin d'assurer un meilleur contrôle des embarcations à l'image de celle d'Elenkin. Abdoulaye Demba, coordonnateur du CLPA, est ici au micro d'Assanba et Daoud Sambou. La première noyade, c'est la collision des 2 pirogues qui a fait une perte de 2 pêcheurs. La suivante, une pirogue, un naufrage au large de Sankoy, qui fait 3 pêcheurs disparus. Hier, vers 21h plus, au niveau des débarquements, là, un manutentionnaire est parti parce que quoi? Alors, noyé, jusqu'à présent, le corps n'est pas retrouvé. En fait, par rapport à la question, c'est le non-respect des normes sécuritaires, surtout ce qui va du port du gilet de sauvetage. Les raisons sont multiples, vu les efforts fournis par le ministère des Pêches et des Infrastructures portières, parce que jusqu'à 3 reprises, le ministère a fait des dons de gilets.
au coordinateur pour qu'il les distribue à la base, quelle que soit la quantité. Et la qualité encore, j'insiste sur la qualité. Est-ce que vous voyez? Alors, mais il s'est trouvé que les pêcheurs, il y a un genre de dilemme entre le pêcheur et le propriétaire de la pirogue. Parce que lui, pêcheur, nous, quand on va en sensibilisation, ils disent qu'en fait, moi, je ne suis qu'un simple employé dans la pirogue. C'est au pêcheur d'acheter le gilet et de remettre au pêcheur pour qu'il aille faire le travail. Donc la solution, il faut qu'il y ait une implantation de la base navale. On fait la photocopie comme Elenkin, appuyé du CLPA et de l'administration des pêches, la DPSP ici. Le problème est réglé, les populations seront en sécurité, les pères de famille dormiront dans une tranquillité. Renforcement du dialogue interreligieux, le calife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, s'engage. Une mission composée de représentants de foyers religieux du Sénégal s'est rendue à Rome et en Israël. L'objectif est clair, passer par la diplomatie religieuse pour la résolution des conflits. N'est-ce pas, Babacar Seck? Une délégation sénégalaise composée de plusieurs foyers religieux et de l'Église s'est rendue au Vatican et en Israël pour promouvoir la diplomatie religieuse sur l'initiative de Thierno Amadou Ba, calife de Bambilor. Le calife a travaillé sur des événements qui ont conduit à montrer et vulgariser, pour ne pas dire le dialogue interreligieux, mais l'entente interreligieuse. Cette entente est aujourd'hui symbolisée par la présence de toutes les confessions musulmanes du Sénégal. Donc si vous voyez ces représentants-là, cela démontre le travail que le calife est en train de faire. Ce travail-là, c'est de vendre l'exception sénégalaise. Cette exception qui se traduit par une vie, un vouloir vivre en commun des chrétiens et des musulmans et des autres religions. L'un des objectifs de cette mission est de montrer le modèle sénégalais du dialogue interreligieux pour en faire un exemple. Et ce modèle-là, c'est se vivre ensemble. Et le Khalif aime le dire, aujourd'hui au Sénégal, on ne parle plus de dialogue. On doit parler du vivre ensemble, de l'entente sénégalaise. Et c'est parce que cette entente, nous l'avons depuis les ancêtres. Et Gallagher l'avait dit quand il parlait du cardinal Thiandoum, quand on parle d'Abdoul Aziz Sy, quand on parle de d'autres, Amadou Bamba et d'autres personnes, ces gens-là, ils ont vécu ici, même au temps des Blancs, au temps des colons, mais ils ont formé un corps pour que cette vivre ensemble-là puisse perdurer. Pour promouvoir la diplomatie religieuse, un colloque international se tiendra au mois de mai en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Babacar Seck, merci. La communauté NGB a tenu sa 3e édition Nogo Débat, occasion saisie pour aborder les défis infrastructurels des communes de Grand Dakar et Biscuiterie afin d'y apporter des solutions. Une activité qui regroupe toute la crème de Niaritali, Grand Dakar et Biscuiterie pour diagnostiquer les manquements notés dans les deux communes. Je vous propose de suivre les explications de Sadio Fati, coordonnateur du comité d'organisation. Comme thème aujourd'hui, nous avons choisi les défis infrastructurels dans les communes de Grand Dakar et Biscuiterie. Donc c'est l'occasion de poser les enjeux liés aux infrastructures dans nos communes parce qu'on sait que les maires font des efforts mais il y a des manquements. Donc c'est le lieu d'échanger avec les populations ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. Donc de tirer le bilan, mais également la particularité de l'activité, c'est que c'est une activité qui est financée à 100% par la communauté à travers des contributions symboliques. Donc il n'y a personne qui peut dire que c'est une activité que j'ai financée. Donc c'est la communauté qui a financé l'activité. L'autre thème qu'on a évoqué, c'est la cohésion sociale dans les communes de Grand Dakar et Biscuiterie, malgré les divergences politiques. Nous comptons mettre en place
un comité de suivi. Le comité va se charger de faire des propositions pour des actes de développement communautaire. Vous savez, là où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est le jardin Niary Tally, fait partie de la commune de Grand Dakar. Mais la gestion laisse à désirer. Donc c'est l'occasion d'ailleurs de poser cette question aux maires, de voir comment les deux maires vont travailler en symbiose, en synergie, pour qu'on puisse valoriser cet endroit-là au grand bénéfice des populations des deux communes-là. Vous savez, nous avons deux communes sur le plan administratif, mais nous pensons qu'il s'agit d'une seule commune, avec le quartier Niary Tally qui est à cheval entre ces deux communes-là. Donc c'est l'occasion de poser tous nos problèmes avec nos autorités et essayer de trouver des solutions pour ensemble qu'on puisse développer nos localités. En sport, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions du Sénégal, justement, vont affronter le Togo ce soir à 21h à Diamniadio pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 3 jours après avoir été tenus en échec par le Soudan, 0 but partout, dos au mur. Les Lions doivent impérativement battre le Togo au stade Maître Abdoulaye Wade ce soir en espérant un faux pas de ses devanciers, le Soudan et la RDC. Le Soudan accueille justement à Benghazi le Soudan du Sud dans un derby très attendu. La RDC va affronter la Mauritanie. Nous y reviendrons justement dans nos prochaines éditions. Sport toujours, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a procédé aujourd'hui à la remise du drapeau national à l'équipe du 17 de football en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 30 mars au 19 avril 2025 en Côte d'Ivoire. Khadidjen Gaye a exhorté les Lionceaux à se donner à fond sur le terrain dans un esprit de fair play pour conserver le titre continental des moins de 17 ans. Tidjane Sy et Pape Mafalfal. Vainqueurs lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, les Lionceaux ont reçu des mains du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khadidjen Gaye le drapeau national. Le ministre invite les joueurs à s'armer de vertu pour mieux aborder la compétition. En arborant ce drapeau, vous représentez bien plus qu'une équipe de football. Vous incarnez la jeunesse, le talent, la persévérance et l'esprit de compétition qui anime notre nation. Très cher Lionceaux, ce drapeau que vous porterez avec honneur est un rappel constant de la responsabilité qui repose sur vos épaules. Il symbolise le soutien de tout un peuple uni derrière vous, vibrant à chaque passe, à chaque tir, à chaque victoire. Je vous exhorte à jouer avec passion, avec courage et avec respect. Respect pour vos adversaires, respect pour les règles du jeu et surtout respect pour ce drapeau que vous portez. Le patron du football sénégalais a rappelé aux Lionceaux qu'ils n'ont pas droit à l'erreur vu le statut qu'occupe désormais le Sénégal en Afrique. Pour qu'ils sachent ce qu'ils vont représenter, ce n'est pas seulement leur personne, mais il y a des familles, il y a un peuple et il y a un pays qui s'appelle le Sénégal, dont l'emblème c'est le lion, et le lion ne recule jamais. Logés dans la poule C, les Lionceaux vont défier la Tunisie, la Gambie et la Somalie en phase de groupe. La délégation sénégalaise quitte Dakar ce mercredi 26 mars pour rallier le Maroc. À l'instant, Tidjane Sy. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.